Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer Eden TV pour vous informer. Dans l'actualité ce vendredi, le point de presse du ministre de la Santé jeudi au menu de son exposé, le trafic de carnets de vaccination contre la COVID-19. À suivre le point de validation du plan d'action de riposte contre la gestion contre la grippe aviaire tenu à Cotonou 24 heures plus tôt. Et sur le continent, les dirigeants des 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis en sommet extraordinaire au Ghana, ont décidé hier de la tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives en Guinée. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire trafic de carnets de vaccination anti-Covid était hier au cœur d'un point de presse donné par le ministre de la Santé. En effet, certains agents de santé abusent des populations en leur vendant des carnets sans que le vaccin ne leur soit administré. Un des réseaux a été démantelé selon les explications du ministre, dont voici un extrait. C'est avec amertume, mais aussi détermination, que je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'en dépit des nombreux efforts du gouvernement pour faciliter l'accès à la vaccination qui, je le rappelle, est totalement gratuite, des compatriotes ont fait le choix de se livrer à un trafic de carnets de vaccination. Le plus affligeant est qu'ils le font en parfaite intelligence avec certains agents de santé. Ces agents, sans foi ni loi, par divers subterfuges, abusent la population en se présentant comme solution pour l'obtention du pass vaccinal contre paiement de fortes sommes d'argent sans l'effectivité de la vaccination. Des opérations sont en cours avec le concours de la police et de la justice pour démanteler et mettre hors d'état de nuire ces criminels. Je saisis cette occasion pour rappeler que les auteurs de ces agissements regrettables s'exposent à des sanctions aussi bien pénales que disciplinaires. La loi 2020-37 du 3 février 2020 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin et d'autres textes de loi en vigueur dans notre pays prévoient pour ces infractions des peines d'emprisonnement et d'amendes très lourdes. Je voudrais également rappeler qu'au-delà des sanctions pénales, ces agents de l'État indélicats courent le risque de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation ou la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique. J'en appelle donc à la conscience et à l'esprit patriotique des agents en charge de la vaccination, qu'ils pensent à leurs emplois, à leurs familles respectives, à l'honneur et à la réputation des corps auxquels ils appartiennent, mais surtout à leur serment de préservation de la vie humaine avant de poser ce genre d'actes. Je voudrais insister sur les dispositions de la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes qui disposent qu'est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans quiconque aura offert un avantage à un agent public pour bénéficier des services illégaux de la part de l'agent. Par conséquent, tous les bénéficiaires de faux carnets seront poursuivis conformément à cette loi. Nous serons sans état d'âme dans la répression de ces actes qui, à la limite, sont criminels. La communauté internationale a célébré la Journée mondiale de préservation de la couche d'ozone. Cette année, le Bénin en a profité pour distinguer les meilleurs acteurs de cette lutte, grâce à qui le pays est compté parmi les pionniers de la lutte pour la préservation de l'environnement et du climat. L'événement a eu lieu jeudi à Cotonou, compte rendu Juste Desfodi. La 34e édition de la Journée mondiale de l'ozone porte sur le protocole de Montréal. Elle vise le maintien des aliments, des vaccins et des médicaments dans les normes en cette période de pandémie. En ces temps difficiles de résurgence de la maladie de la COVID-19,
où la vaccination devient une nécessité pour préserver nos vies, la communauté internationale identifie à dessein un terme évocateur, protocole de Montréal, pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais. Ce terme est l'expression claire de l'importance de cet accord ratifié par le Bénin en juillet 1993 et qui motive l'instauration d'une chaîne de froid pour la conservation de nos vaccins, de nos produits alimentaires et pour notre propre confort. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les États à continuer la lutte implacable pour la préservation de la couche d'ozone. Une déclaration lue par le point focal du protocole de Montréal au Bénin, Yvette Gauthier. La coopération à laquelle nous avons assisté dans le cadre du protocole de Montréal est exactement ce qu'il nous faut maintenant pour faire face au changement climatique. Une menace qui pèse avec la même gravité sur l'existence même de nos sociétés. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable mettra tout en œuvre pour que le Bénin reste dans le Conseil des Nations pionniers de la préservation de la couche d'ozone. C'est ce qu'a tenu à préciser le secrétaire général du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, Constant Godjo. Sur la question, le Bénin est cité en exemple. Sur les questions de sa gouvernance environnementale, il nous revient de conserver cet acquis encourageant, motivé par les efforts du gouvernement de la rupture. Cette célébration a permis au ministère du Cadre de vie et du Développement durable de distinguer les 8 meilleurs chefs d'atelier froid et climatisation au terme de l'examen national spécial de qualification professionnelle ainsi que les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau et Zou Colline. D'un ministère à un autre, celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers la direction de l'élevage a organisé ce jeudi à Cotonou un atelier de validation du plan d'action intégré de la gestion de la grippe aviaire. Il a reçu l'appui technique et financier du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO. Aristide Setti nous fait le point. Le gouvernement béninois s'attelle à détecter et à prendre en charge dans un bref délai toute présence de la grippe aviaire sur son territoire. Pour ce faire, différents cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des partenaires techniques et financiers ont procédé ce jeudi à la validation du plan d'action intégré de la grippe aviaire. Nous allons, au cours de cet atelier, passer au peigne fin ce plan et élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre diligente des différentes actions. Je vous encourage à porter des amendements nécessaires au fin d'une amélioration subséquente du document soumis à votre appréciation pour doter le Bénin d'un plan d'action intégré pour le contrôle des foyers à influenza afin de gérer au mieux cette crise sanitaire de la grippe aviaire au pays. Le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies REDIS s'est engagé dans cette lutte avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche grâce à l'appui de la Banque mondiale. C'était avec grand plaisir que le projet a accepté de répondre à cette préoccupation qui était d'assister la direction de l'élevage dans cette riposte à la résurgence de la grippe aviaire au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet REDIS est ce projet qui intervient donc sur plusieurs aspects, notamment la surveillance des maladies. Au cours des travaux, les participants vont optimiser le déploiement en urgence et selon l'approche Zone Health, des ressources humaines et de la communication indispensables à la réussite de la riposte à la résurgence de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le sud du Bénin.
4 communes du Mono sont inondées en cette veille de la reprise des classes. Mercredi dernier, le préfet et les directeurs départementaux ont réfléchi sur comment effectuer la rentrée scolaire en pleine inondation. C'était à l'occasion de la 9e conférence administrative départementale tenue à Lokossa. Jonas Bouti pour le point. Les signaux sont au rouge dans les communes d'Atiémé et Grand Popo où plusieurs localités sont inondées suite au lâcher d'eau du barrage de Nagbetor. Tout comme des villages et des champs, des écoles et collèges baignent dans les eaux, tandis que les informations venant toujours du barrage de Nagbetor ne présagent pas une fin imminente de la situation, selon le préfet du Mono. Nous subissons des inondations dans presque toutes les 6 communes du département. Et les communes les plus touchées restent les communes d'Atiémé et de Grand Popo. Dans une moindre mesure, Lokossa et Ruyogbe. Nous avons remarqué effectivement que depuis quelques temps, le niveau d'eau baisse, mais avec les dernières informations qui promettent encore des lâchers d'eau du côté du barrage de Nagbetor, il y a urgence à ce que les différents acteurs se déploient afin d'aller au chevet de ces populations qui vivent des sinistres. Sans savoir quand les eaux se retireront des établissements scolaires inondés, les directeurs départementaux s'activent pour les derniers réglages en prélude à l'ouverture des classes dès lundi prochain. Nous avons tenu une séance préparatoire avec tous les chefs d'établissements publics comme privés. Nous avons, à la suite des mutations nationales, effectué les mutations à l'échelle départementale. Et c'est en prenant en compte ces mutations à l'échelle départementale que les emplois du temps sont en train d'être attribués aux enseignants permanents. Cette année, comme on en a l'habitude depuis un moment, un calendrier particulier s'impose aux établissements scolaires inondés. Le préfet du Mono demande déjà le point des établissements concernés. La situation d'inondation a des effets négatifs sur certains établissements scolaires qui ne pourront pas ouvrir la porte au même moment que ce qui est annoncé dans le calendrier académique et scolaire. Nous avons instruit les 2 directeurs concernés de prendre langue avec les communes afin d'avoir une liste exhaustive de ces établissements touchés et qui peuvent être potentiellement touchés afin que nous puissions élaborer un calendrier spécial pour ces enfants. Perturbation de la rentrée scolaire dans les localités inondables du département du Mono. C'est un feuilleton sans fin qui livre ces épisodes à chaque rentrée au Bénin. L'actualité sur le continent, en bref, les dirigeants des 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis au sommet extraordinaire au Ghana, ont décidé hier de la tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Ils ont aussi décidé de geler les avoirs financiers des membres de la junte et de leurs familles et de leur interdit tout voyage. Ils ont maintenu la première mesure prise après le putsch du 5 septembre, la suspension de la Guinée des organes de décision de la CEDEAO. Ils ont demandé à la présidence ghanéenne en exercice de l'organisation de se rendre dès que possible en Guinée pour notifier leur décision au nouveau maître de Conakry. Une mission de haut niveau est attendue aujourd'hui dans la capitale guinéenne, a dit un diplomate proche de la CEDEAO sans pouvoir en préciser la composition ni le programme. Aucune confirmation officielle n'a été obtenue auprès de la CEDEAO et du Ghana. La diplomatie française ne décollait pas au lendemain de l'annulation par l'Australie d'un contrat de 56 milliards d'euros. Paris annule une soirée de gala prévue ce soir à la résidence de l'ambassadeur de France à Washington. Une réception qui était censée célébrer l'anniversaire d'une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance américaine, conclue par une victoire de la frette française sur la frette britannique. Si le nouveau pacte sécuritaire liant l'Australie, Washington et Londres déplaît fortement à Paris, il inquiète Pékin. Suivez cette analyse de nos confrères de RT France. Biden veut faire front face à la Chine. C'était l'un de ses objectifs majeurs de campagne et après l'échec cuisant de la guerre en Afghanistan, Pékin reste le rival à contenir. La superpuissance chinoise met les bouchées doubles dans le développement de son armement. Elle alloue ainsi 252 milliards de dollars par an à sa défense. Mais elle n'est pas seule à faire un tel effort. L'Inde modernise son armement et les 2 Corées multiplient les essais de missiles balistiques.
Face à cette escalade, l'Australie se sent vulnérable, au point de chercher la protection des États-Unis. Pékin a vu au cours des derniers mois que l'Australie ne cédera pas et que les menaces de représailles économiques et les pressions ne fonctionneront tout simplement pas. Je tiens également à réitérer ce que j'ai déjà dit. Les États-Unis ne laisseront pas l'Australie seule sur le terrain face à ces tactiques de pression. C'est donc l'Australie, la nouvelle carte que veut jouer Washington dans la région. Et le Royaume-Uni vient de se joindre à ses deux partenaires dans une alliance indo-pacifique. Prévue au cahier des charges de cette entente, l'augmentation de la présence américaine en Australie, la livraison de sous-marins américains à propulsion nucléaire et la multiplication d'exercices militaires conjoints. Tout cela dans un seul but, tenir Pékin à bonne distance. Nous faisons juste le nécessaire pour que les Australiens soient en sécurité et que nos intérêts nationaux soient protégés. Je veux dire, la Chine fait la même chose. Ils font des investissements massifs dans leurs capacités militaires, y compris dans cette région, et l'Australie n'en fait pas un problème. Tous les pays prennent des décisions conformes à leurs intérêts nationaux. Nous croyons que celle-ci renforcera la paix, la stabilité et la sécurité de la région. Et c'est, je pense, un point de vue largement partagé sur les effets de cet arrangement. Nous encourageons tous les pays de la région à s'engager dans cette voie. Selon les Américains et les Australiens, l'objectif reste tout d'abord le maintien de la paix. De son côté, la Chine condamne fermement ce qu'elle perçoit comme une frénésie d'armement, elle qui a augmenté son budget de la défense de 76% en 10 ans. L'exportation de la technologie hautement sensible des sous-marins nucléaires par les États-Unis et le Royaume-Uni vers l'Australie prouve une fois de plus qu'ils utilisent les exportations nucléaires comme un outil de jeu géopolitique et appliquent 2 poids, 2 mesures, ce qui est extrêmement irresponsable. Reste à savoir quelle sera la réponse chinoise sur le terrain face à cette alliance. Et puis, la diplomatie américaine est restée muette au sujet de la prise par les talibans d'un ancien bastion de la CIA en Afghanistan. Le site a été récupéré hier par les fondamentalistes islamistes. Reportage. Cette ancienne base américaine appartient désormais aux talibans. Militaires américains et soldats afghans se partageaient le camp Chapman, situé près de l'aéroport de la ville de Khost, dans l'est du pays, à proximité de la frontière pakistanaise. Une cible particulièrement précieuse, car elle abritait également des agents de la CIA et les mercenaires d'une société privée. Ils ont utilisé cette base pour déclencher la violence dans 4 provinces, tuant des gens, les emprisonnant et les blessant, brûlant leurs maisons, leurs magasins et leurs véhicules. Jour et nuit, les gens n'étaient pas à l'aise à cause d'eux. La base aurait été démantelée par les soldats américains peu avant leur départ d'Afghanistan. Des documents et équipements du camp. Il ne reste désormais que cendres et débris. Créé en 2000 ans après l'arrivée de l'armée américaine dans le pays, le camp Chapman a déjà été la cible des talibans en 2009. Lors d'un attentat suicide, un agent triple jordanien qui travaillait pour la CIA a tué 13 personnes, dont 5 de ses agents, et 2 mercenaires de la société Blackwater. C'était, selon Léon Panetta, à l'époque directeur de la CIA, l'attaque la plus meurtrière depuis 1983. Plus récemment, en mars 2020, les talibans ont pris pour cible la base américaine à 2 reprises. Leurs ennemis désormais partis, ils peuvent s'occuper de questions d'urbanisme à Khost. C'est une bonne chose. C'était bloqué pendant 18 ou 20 ans. C'est bien de résoudre les problèmes des musulmans. Donc maintenant que c'est ouvert, ça peut faciliter les choses pour les gens. Je veux juste qu'ils fassent une grande rue et qu'ils enlèvent cette petite. Des rues qui ne verront plus passer à tombeau ouvert les blindés américains. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci pour votre attention.